Bonjour à tous et merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Rosine Mounezero et Mohamedou Mfa est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons des usagers de drogues injectables, une population à haut risque de transmission du VIH-Sida. Ces gens-là, très souvent, ils n'ont pas le temps de prendre soin des règles d'asepsie, d'antisepsie. Ce qui fait qu'une seringue peut être utilisée par 10 ou 15 personnes en même temps et cela multiplie les risques d'attraper les virus du VIH-Sida. Voilà pourquoi ils sont en risque. Nous irons en République démocratique du Congo où le programme de lutte contre le VIH-Sida cible les usagers de drogue. Le programme fait la promotion de l'utilisation des seringues autobloquants et organise aussi des séances de désintoxication en proposant des produits établis pour arrêter la consommation de drogue. Nous nous rendrons aussi au Sénégal où un centre a été créé pour venir en aide à cette catégorie de personnes. Nous avons formé une équipe qui va les rencontrer, qui leur propose du matériel de consommation stérile, un kit composé de pansements alcoolisés, de filtres, de préservatifs aussi, parce qu'ils ont une sexualité très active. Pour ceux qui sont infectés par le VIH, nous leur proposons un traitement antirétroviral. Quel lien y a-t-il entre la drogue et le VIH-Sida? Comment combattre ce phénomène? Les réponses sont dans la suite de ce programme. Mais pour commencer, voici l'actualité santé. Coup d'œil sur l'actualité. L'actualité santé, c'est avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mohamedou. Commençons par cette crise qui touche le secteur sanitaire au Bénin. Le gouvernement a suspendu l'ordre des pharmaciens ainsi qu'un fournisseur de médicaments. Oui Mohamedou, le 14 mars dernier, le ministre béninois de la Justice a annoncé que le gouvernement suspendait le Conseil national de l'ordre des pharmaciens du Bénin. En outre, le laboratoire New Sesamex, un importateur de produits pharmaceutiques, est désormais interdit d'activité au Bénin et ces produits seront retirés de toutes les officines. Il faut dire que ces mesures interviennent au lendemain d'un procès qui a débouché sur la condamnation de plusieurs dirigeants de sociétés de distribution à de peines de prison ferme dans le cadre de la lutte contre les faux médicaments. Une lutte contre les faux médicaments lancée par les autorités béninoises depuis 2016. Effectivement, Mohamedou, élu en 2016, le président Patrice Talon avait promis de combattre ce fléau qui tue près de 100 000 personnes chaque année en Afrique subsaharienne selon l'Organisation mondiale de la santé. Depuis lors, des dizaines de tonnes de faux médicaments ou de médicaments qui échappent à la commercialisation officielle ont été saisis et des dizaines de personnes arrêtées. Estimant que l'ordre des pharmaciens n'assure pas sa mission ou fait preuve de complaisance, l'État a décidé de prendre ses responsabilités. Mais cette lutte ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent pour dénoncer un coup de filet abusif dans le secteur. Abusif peut-être, mais nécessaire. Rendons-nous maintenant en Namibie où a été enregistré un premier cas de listériose. Tout à fait, Mohamedou. Le 12 mars dernier, un homme de 41 ans a été diagnostiqué avec la listériose à l'hôpital catholique privé de Windhoek, capitale de la Namibie. C'est ce qu'a annoncé le ministre namibien de la Santé, Bernard Ofiku, dans un communiqué. Toujours selon le communiqué, le patient aurait consommé des saucisses de Vienne dans la ville de Soumeb, dans le nord de la Namibie. Toutefois, l'homme se trouve dans un état stable, a précisé le communiqué du ministre de la Santé, qui invite la population à ne pas consommer des saucisses produites en Afrique du Sud. Eh bien, Firmin, pourquoi l'Afrique du Sud est-elle visée par ce communiqué? En fait, la Namibie est frontalière de l'Afrique du Sud. Or, dans ce pays sévit une épidémie de listériose qui a fait au moins 183 morts depuis janvier 2017. Une épidémie dont la source, selon les enquêtes des autorités sud-africaines, est la compagnie Entreprise Food. La bactérie qui provoque la listériose a également été trouvée dans un échantillon provenant de l'une des usines sud-africaines du restaurateur Rainbow Chicken. Les autorités sud-africaines ont depuis suspendu temporairement les licences d'exportation de ces deux entreprises. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Terminons ce tour d'horizon de l'actualité santé par le paludisme et la découverte d'un traitement qui serait efficace à 100%. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude dont les résultats ont été publiés dans la revue Clinical Infectious Disease. Des chercheurs de l'Institut de médecine tropicale de Tübingen en Allemagne ont effectué des tests sur 83 personnes au Gabon. Toutes les 83 personnes étaient infectées par le Plasmodium falciparum, l'espèce la plus répandue, responsable de la forme la plus sévère de la maladie du paludisme. Elles ont été guéries. Des résultats prometteurs qui déboucheront sur des essais étendus à plus de personnes. Peux-tu nous dire, Firmin, comment se sont déroulés les tests ?
En fait, Mamadou, l'équipe des chercheurs amenée par le professeur Peter Kressner a testé un traitement expérimental qui combine un antibiotique et un antipaludéen. Ce traitement a été administré à 83 personnes âgées de 1 à 30 ans pendant 3 jours. Après 2 mois de suivi, les chercheurs ont constaté que le parasite avait totalement disparu de la circulation sanguine. Rappelons par ailleurs que de nombreux médicaments contre le paludisme existent et sont efficaces, mais il existe encore des cas de résistance. Pour le professeur Peter Kressner, l'originalité de ce traitement est qu'il permet d'agir selon 2 mécanismes indépendants. L'antibiotique attaque le parasite au niveau du globule rouge et l'antipaludéen bloque une voie métabolique qui favorise la reproduction du parasite. Pour le professeur Peter Kressner, ces 2 mécanismes permettent de réduire le risque de résistance. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Environ 16 millions de personnes s'injectent des drogues et 3 millions d'entre elles vivent avec le VIH-Sida dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les usagers de drogues injectables sont considérés comme une population clé, c'est-à-dire une population à haut risque de transmission des infections sexuellement transmissibles et donc du VIH-Sida. L'Afrique reste l'une des régions les moins touchées par le phénomène, mais il y a tout de même des milliers d'usagers de drogues infectés par le VIH-Sida sur le continent. Mais alors, quelles sont les drogues les plus consommées en Afrique? Quel lien y a-t-il entre ces drogues et le VIH-Sida? Quelles sont les conséquences sur la santé de ces personnes et comment y faire face? Nous avons posé ces questions au docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni en République démocratique du Congo. Voici ses réponses au micro de notre correspondant Erikas Mouissi. Chez nous, c'est pas trop répandu, mais on reçoit quand même certains cas, n'est-ce pas? La plupart des temps, il y a des gens qui viennent des pays étrangers et qui se droguent à l'héroïne. Parfois, il y a aussi un peu des amphétamines qui prennent synthétiques. On les reçoit chez nous. C'est pas trop fréquent, trop répandu, mais ils arrivent quand même. Alors, pourquoi considère-t-on les usagers des drogues injectables comme population clé ou donc comme population à haut risque de transmission des IST et donc du sida? C'est par rapport au mode de transmission du VIH-Sida. Vous savez, nous avons cette transmission-là par les liquides de l'organisme, notamment les sangs, cette transmission verticale, n'est-ce pas? Ces gens-là, très souvent, lorsqu'ils sont en manque, ils n'ont pas le temps de prendre soin des règles d'asepsie, d'antisepsie. Ce qui fait qu'une seringue peut être utilisée par 10 ou 15 personnes en même temps, et cela multiplie autant de fois les risques d'attraper les virus du VIH-Sida. Voilà pourquoi ils sont à risque. Et quelles sont les différentes conséquences pour un consommateur de drogue qui vit déjà avec les VIH-Sida? Vous savez, les plus grands problèmes, c'est par rapport à cette bile dans laquelle il se trouve après que ce soit injecté. Ces substances sont toxiques. Parce que déjà, leur immunité, n'est-ce pas, est défaillante. Quand ils se droguent comme ça, ils se droguent au fur et à mesure, ils mangent pas assez bien. En ne mangeant pas assez bien, et ces substances-là vont détruire, ils sont toxiques pour les reins, toxiques pour le foie, et cela, je veux dire, précipite un peu les toxicomanes dans la phase des sida maladies. Y a-t-il un suivi et des traitements spécifiques pour les usagers des drogues vivant avec les VIH-Sida? Si oui, lesquels? En termes de suivi psychologique peut-être, mais aussi la désintoxication, ça c'est les volets qu'on fait le plus, n'est-ce pas? C'est aider la personne à arrêter ou à diminuer progressivement les drogues qu'il prend. Alors, comment arrêter de consommer des drogues quand on a déjà développé une addiction? C'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Et là, c'est un domaine pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de branches de médecine qui doivent intervenir. Vous savez, il faut faire une psychothérapie, il faut faire la désintoxication. Parfois aussi, il faut donner d'autres médicaments, n'est-ce pas, qui sont les antagonistes de ces produits qu'ils prennent pour essayer de réduire cette addiction. Donc c'est faisable. C'est un travail de longue haleine, mais il faut y aller mollo mollo. Alors peut-être un dernier message sur ce sujet. Ce que nous devons comprendre déjà, c'est que c'est un phénomène qui est en train de prendre l'ampleur chez nous, ici. Nous sommes dans la zone frontalière. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui concerne plus les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 30 ans. Cela fait déjà en sorte que cette population-là devient encore plus en plus ciblée par rapport au VIH. Donc le message que j'aimerais lancer, c'est pas bien de copier tout ce qu'on voit à la télé et tout le reste. Il faut que nous restions nous-mêmes, mais aussi aux personnels soignants. Ces gens-là
Et je crois que c'est ça notre rôle. À défaut, n'est-ce pas, de les rencontrer, j'ai vu des systèmes où on les donne carrément des seringues à usage unique et on les distribue gratuitement pour qu'ils ne puissent pas commencer à se contaminer de la sorte. Nous remercions le docteur Moutaza Lusungu Baba qui était au micro de notre correspondant à Beni, Erikas Mouissi. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. L'un des pays préoccupés par la propagation du VIH-Sida au sein de la population des usagers de drogues injectables, c'est le Sénégal. Entre avril et juillet 2011, une enquête du Centre hospitalier universitaire de Fann au Sénégal estimait la taille de la population des consommateurs de drogues injectables à plus de 1300 personnes rien que dans la région de Dakar. Des personnes qui peuvent être prises en charge par un centre créé à cet effet. Il s'agit du Centre de prise en charge intégré des addictions de Dakar, CEPIAD en sigle. Le docteur Idriss Abba, psychiatre et addictologue, est le coordonnateur de ce centre. Depuis Dakar, il nous a parlé du suivi et des soins accordés aux patients par le centre. Les consommateurs de drogue injectables, notamment les usagers qui consomment l'héroïne, la cocaïne et le crack, sont considérés comme étant une population vulnérable dans le cadre du programme de lutte contre le sida au Sénégal. Et ça a été objectivé depuis 2011 suite à l'enquête que nous avons menée au niveau du CHU de Fann. C'est une enquête qui estime la taille de la population à 1324 dans la région de Dakar et qui montrait une haute vulnérabilité par rapport au VIH avec une prévalence de 9,4% contre une prévalence nationale de 0,7%. Et nous avons mené un plaidoyer au niveau des IPG pour que des interventions puissent être mises en place. Quels sont les problèmes sanitaires et les problèmes sociaux majeurs auxquels font face les usagers de drogues injectables qui arrivent dans votre centre et qui sont à la fois infectés par le VIH-Sida? Les problèmes sanitaires, on peut les classer à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau infectieux, il s'agit d'une population qui est très affectée par le VIH, avec une prévalence de 9,4% sur les injecteurs. Une prévalence aussi très importante par rapport à l'hépatite, qui est moins connue, avec des taux de prévalence de 38% chez les injecteurs. Ils ont beaucoup de problèmes aussi au niveau bucco-dentaire. Ils ont des problèmes rénaux, des problèmes aussi traumatiques aussi, qu'il importe pour nous de prendre en charge. Donc dès lors, nous avons mis un programme global, un programme de prise en charge au niveau du centre, avec l'intervention de plusieurs spécialistes qui interviennent et qui prennent en charge ces usagers dès qu'ils arrivent au CEPIAD. Est-ce qu'on peut s'apaisantir un peu sur les problèmes sociaux? On imagine que ce sont des gens qui ne sont pas bien vus par la société et qui sont peut-être rejetés. Justement, c'est ça le gros problème d'ailleurs, parce que nous avons un environnement légal qui est assez répressif par rapport aux consommateurs de drogue, mais surtout aussi un environnement social. Le consommateur de drogue, c'est quelqu'un qui socialement est très mal vu, surtout les consommateurs de drogue injectables, qui sont considérés à la limite comme étant des fous et qui sont exclus de la société, qui perdent leur emploi, qui perdent leur foyer aussi. Il y a des divorces, des pertes d'emploi, il y a une exclusion sociale qui fait que c'est des personnes qui vivent vraiment dans une très grande précarité. Autre conséquence, c'est des gens qui font des fusions carcéraux aussi par rapport à la loi, parce que l'usage de drogue étant prohibé au Sénégal, dès l'instant où ils sont interpellés, c'est la prison. Ce qui fait que l'enquête même a montré que plus de 60% des consommateurs de drogue ont eu affaire à la prison. Dès lors se pose aussi le problème de leur réintégration au niveau de la société. Ça nécessite aussi des interventions en milieu carcéral sur laquelle nous sommes en train aussi de réfléchir. Qu'est-ce que votre centre accorde à ces gens comme traitement pour les aider à arrêter la drogue et sur le cas spécifique du VIH? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ces gens? Nous avons formé une équipe outreach qui va sur le terrain, qui va les rencontrer parce que si on ne le fait pas, ils ne vont pas venir. Ils viennent difficilement aux soins. Donc c'est une équipe qui va sur le terrain, qui leur propose des activités, du matériel de consommation stérile, parce que c'est ça aussi le problème. Ils ont tendance à réutiliser et partager, et c'est ça qui favorise ici la contamination de certaines affections infectieuses. Nous avons donc un gros programme d'échange de seringues et de matériel stérile, un kit composé de seringues, de pansements alcoolisés, de tampons secs, un kit composé aussi de filtres, parce que le produit souvent il est coupé. Les produits de coupe aussi peuvent causer des problèmes lors de l'injection. Nous leur proposons des préservatifs aussi parce qu'ils ont une sexualité quand même qui est très active. Pour ceux qui sont infectés par le VIH, nous leur proposons un traitement antirétroviral. Et pour ceux aussi dont les tests sont positifs à l'hépatite C, nous leur proposons des investigations supplémentaires en vue de les intégrer dans un programme de soins. Et par rapport à l'addiction aussi, et ça fait un peu aussi la spécificité du secteur qui est pour l'instant le seul centre disposant de la méthadone dans la région d'Afrique de l'Ouest. Nous leur proposons aussi un traitement de substitution pour les
usagers qui sont dépendants aux opiacés, notamment les consommateurs dépendants à l'héroïne. Comme vous avez tout à l'heure évoqué les cas d'exclusion sociale, les problèmes sociaux, psychologiques, est-ce que de ce point de vue-là aussi, vous accompagnez ceux qui rejoignent votre centre? Tout à fait. Nous avons un grand programme de réhabilitation, de réinsertion, et ça fait partie aussi de nos grands paquets d'activités. Si vous venez au CPA, il y a plusieurs activités que nous proposons aux patients qui sont en rupture avec leur famille, qui ont perdu leur emploi. Nous leur proposons des activités qui puissent les occuper, mais qui puissent aussi leur donner des outils pour pouvoir se réinsérer. Donc il y a d'abord un atelier d'art-thérapie que nous leur proposons. Il y en a qui sont intéressés par l'art, par la peinture. Il y en a qui sont intéressés aussi par la couture, la teinture, le jardinage, l'agriculture. Nous les encadrons. Il y a d'autres aussi qui veulent monter un projet, aller déposer une demande de financement. Nous les avons formés en tout cas dans la rédaction de ce plan et nous leur mettons en contact avec des agences qui sont là pour les accompagner. En dehors de ça aussi, il y a l'équipe sociale qui est là aussi, qui fait beaucoup de médiation familiale à la demande des usagers qui nous demandent j'aimerais bien reprendre contact avec ma famille. L'équipe sociale se rend dans les familles pour pouvoir faciliter un peu aussi cette réintégration au niveau social et même aussi parfois au niveau professionnel. Au-delà des activités, des services que votre centre offre, qu'est-ce que les gouvernements, déjà au niveau du Sénégal et peut-être au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qui peut être fait pour aider ces populations, pour lutter contre la consommation de la drogue et pour prévenir si possible? C'est très important quand même qu'on puisse continuer le plaidoyer pour rendre cette population beaucoup plus visible, pour rendre aussi les services disponibles, accessibles pour ces consommateurs. Donc pour cela, il y a vraiment un travail de sensibilisation pour que aussi l'environnement juridique puisse être réformé. La consommation de drogue, pour l'essentiel des cas, c'est pas un problème de délinquance, c'est pas un problème de criminalité, c'est plus un problème de santé publique. Il y a des soins qui sont disponibles et qu'il faut aussi rendre accessibles aux usagers. Il faudrait aussi penser à mettre en place des structures qui puissent les accueillir et puissent les prendre en charge. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Rendons-nous maintenant en République démocratique du Congo. Dans ce pays, c'est le Programme national multisectoriel de lutte contre le sida, le PNMLS en sigle, qui coordonne la lutte contre le VIH-sida. Avec la collaboration des ONG, ce programme vient en aide aux usagers de drogues injectables infectés par le VIH-sida. Voici les explications du Dr Bossiki Bernard, secrétaire exécutif adjoint de ce programme. Il est au micro de notre correspondante à Kinshasa, Béro Matanda. Dans nos différents plans stratégiques, même l'actuel que nous venons d'élaborer, 2018-2021, c'est une population qui retient notre préoccupation, qui constitue aussi un problème pour nous, parce que c'est une population qui alimente l'épidémie. Même si nous ne maîtrisons pas l'ampleur ou disons le nombre de personnes qui utilisent des drogues injectables, nous les recherchons activement pour mener des actions de la riposte au sida. Est-ce qu'au PNMLS, il existe des programmes qui concernent les usagers de drogue vivant avec le VIH? Et peut-on avoir une idée de ce qui a déjà été fait en rapport avec cette population? Bien, dans les programmes, il y a plusieurs ministères qui ciblent aussi les populations clés, notamment le ministère de la Justice, le ministère de la Santé. Mais pour les toucher plus particulièrement au niveau communautaire, nous utilisons des ONG, des organisations de la société civile qui travaillent avec nous, qui font partie aussi du PNMLS et qui ont comme cible les populations clés, notamment les utilisateurs de drogues injectables. Concrètement, si une personne vivant avec le VIH et consomme des drogues a besoin d'aide, où doit-il se rendre? Est-ce qu'il peut aussi attendre de l'aide du gouvernement? Celui qui consomme des drogues nous intéresse par le fait qu'ils utilisent des seringues et ils se font passer de seringues. Et nous les accompagnons, où le programme fait la promotion d'utilisation des seringues autobloquants. Et les ONG ou les structures qui assurent leur prise en charge, telles que le PSSP, qui est ici à Kinshasa, qui mène des activités aussi dans d'autres
province ainsi que d'autres ONG. Cela fait cette promotion-là de seringues autobloquants, de produits de désinfection, notamment l'alcool et tout ça. Et même organise aussi des séances de désintoxication en proposant des produits antabis pour arrêter la consommation de drogue. Et il y a aussi des centres conviviaux pour ces gens-là où ils peuvent apprendre comment être consommateurs sans présenter des risques de contamination ou de propagation des VIH. À Kinshasa, le centre fonctionne très bien avec l'ONG PSSP. Et donc, ça évolue. Nous avons des services spécialisés pour cela. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, c'est en France. Bonjour docteur, je m'appelle Enoch Yemba Enoch, j'ai 23 ans. J'aimerais juste poser une question par rapport aux bienfaits et aux méfaits de compléments nutritifs. Les compléments nutritifs ou nutritionnels ne sont pas des médicaments et n'ont de ce fait aucune vertu thérapeutique. Ce sont des sources concentrées de nutriments, des vitamines, des sels minéraux ou d'autres substances qui ont un effet nutritionnel ou physiologique sur notre organisme. Les compléments nutritionnels associant ainsi des vitamines, des sels minéraux, des plantes, des protéines, des arômes et autres additifs alimentaires sont présentés sous forme de comprimés, de gélules, de sachets et sous forme également de pilules. Ces compléments nutritionnels ont essentiellement pour objectif de compenser une carence nutritionnelle ou un risque de carence chez les personnes susceptibles d'avoir un déficit nutritionnel, comme les personnes âgées ou des personnes exposées à un régime restrictif et déséquilibré. Toutefois, une alimentation variée, équilibrée, suffit largement à apporter tous les nutriments nécessaires à notre santé. Il faut dire aussi que la prise de compléments nutritionnels comporte des risques pour la santé, et notamment un risque allergique à l'un de ces constituants, un risque d'effet indésirable, un risque de surdosage, notamment en sels minéraux, car comprenant des sels minéraux, il peut avoir un surdosage en sels minéraux contenu dans ce complément nutritionnel-là et déjà présent dans notre alimentation au quotidien. Il y a aussi le risque d'interaction médicamenteuse de ces compléments nutritionnels avec des médicaments que nous prenons déjà. C'est pour cette raison que moi, j'invite vraiment les uns et les autres qui sont amenés à prendre ces compléments nutritionnels de ne pas le faire de façon prolongée ou de façon répétée et surtout de s'entourer d'un conseil médical avant de les consommer. Voilà la réponse que je peux apporter à cette question sur les compléments nutritionnels. Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida, peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer? Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une
maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière. À côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soient pas victimes de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC. Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse. Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vit à le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de ce programme qui sera diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition a été consacrée aux usagers des drogues injectables, une population à haut risque de transmission du VIH-Sida. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le docteur Moutaza Lusungu Baba, médecin traitant à la Polyclinique Recherche Santé Plus de Beni en RDC. Il nous a parlé des liens qui existent entre les drogues et le VIH-Sida, ainsi que des traitements possibles pour les usagers de drogues injectables infectés par le VIH. Nous avons écouté deux témoignages, celui du docteur Idrissa Ba, coordonnateur du Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar, CEPIAD en sigle. Depuis le Sénégal, il nous a parlé de la prise en charge des patients par le centre. Autre témoignage, celui du docteur Bossiki Bernard, secrétaire exécutif adjoint du PNMLS, le programme national multisectoriel de lutte contre le sida en RDC. Avec lui, nous avons abordé les activités du PNMLS en faveur de ces populations clés. Nous leur disons merci. Merci aussi à Firmin Koyaweda qui était là pour nous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lumumbashi, Béro
Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Cheikh Tiro et de David Magnus qui était à la console à la présentation. Vous étiez avec Mohamed Oumfa et j'étais en compagnie de Rosine Monezero. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.